En fait, moi, je suis venu au cinéma, enfin, j'ai mis un peu de temps à y venir parce que j'ai fait d'abord des études d'économie pendant plusieurs années après mon bac. Même si j'avais très envie déjà de faire du cinéma, mais c'était quelque chose que j'assumais pas, et notamment vis-à-vis de mes parents, de ma famille, etc. Enfin, puisque personne n'était artiste dans ma famille, donc voilà, c'était un pas à sauter, pas évident. Et en fait, j'ai passé le concours de la FEMIS à 24 ans, mais là encore en département production et pas en département réalisation, parce que j'avais encore un peu de mal à dire que je voulais faire des films. Et puis voilà, après, je l'ai assumé quand je suis rentré dans l'école, en fait, et j'ai réussi à me débrouiller pour faire quelques courts-métrages au sein de l'école. Et puis en sortant, j'ai travaillé comme assistant réalisateur sur des longs-métrages, enfin sur quelques longs-métrages, sur plusieurs courts-métrages. J'ai développé un long-métrage avec un producteur pendant 3 ans, enfin pendant 2-3 ans, et ça n'a pas abouti finalement, et du coup ça m'a poussé avec un ami réalisateur à créer ma propre société de production qui s'appelle Année Zéro. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu, c'est un ami qui s'appelle Stéphane de Moustier, et lui comme moi on a pu faire nos films assez librement, au rythme, on le souhaitait, avec pas beaucoup de moyens, mais voilà, en tout cas de façon indépendante. En fait, plus ou moins, c'est-à-dire qu'en fait, Un monde sans femme, c'est fait avec l'argent du prix et la qualité du Naufragé, qui est mon film précédent, qui est une sorte de prologue d'Un monde sans femme. Et c'est fait avec aussi de l'argent d'un achat télé du Naufragé. Donc la moitié du budget, c'est cet argent-là. Et l'autre moitié, en fait, c'est un coproducteur qui s'appelle Nicolas Nonon, que j'ai rencontré un mois peut-être ou 2 mois avant le tournage, et qui a accepté de mettre en cash, comme on dit, l'autre moitié du budget. Voilà. Un monde sans femme, comme le précédent, Le Naufragé, c'est fait en Super 16 mm. Et j'y tenais beaucoup, en fait. Et même si on avait très peu d'argent, que c'était pas forcément le choix le plus cohérent d'un point de vue économique, j'y tenais beaucoup parce que pour moi, le 7 mm allait me permettre de capter cette lumière comme ça d'été sur la côte Picarde, de fin d'été. Il y avait quelque chose de très doux, très sensuel dans la pellicule et d'ailleurs on en a beaucoup parlé avec Thomas Harari, mon chef opérateur, et je pense qu'on n'aurait jamais... on aurait du mal à avoir une image comme celle-là en numérique, avec quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus concret, avec un peu moins de poésie, je pense. Hein, voilà. Enfin, je ne suis pas du tout opposé par principe au numérique, mais j'avoue que moi, en plus avec ma manière de mettre en scène, de filmer, qui est une manière très simple en fait, souvent assez frontale, avec pas mal de profondeur de champ. Moi je joue pas du tout sur le flou, sur le net, etc. Et je pense que y a une forme de poésie du réel, qu'on retrouve pas avec le numérique. En tout cas, le numérique, j'ai l'impression, demande d'inventer d'autres manières de filmer, de cadrer, etc. Et pour faire une captation très simple des acteurs, des lieux et tout, je trouve que le 16 mm est très précieux pour ça. Mais bon, voilà, malheureusement, ça va, ça va disparaître. Donc, je pense qu'il parle d'abord de solitude. Enfin, je pense que même si c'est un film assez léger, et même si c'est une comédie, je pense qu'il y a un fond très, très grave et très sombre de solitude, de misère affective, de misère sentimentale. Je pense que c'est ça. Je pense que tous les personnages du film sont dans un état de solitude pour différentes raisons. Ils sont à différents âges de la vie, mais voilà, je pense que c'est ça le sujet du film. Ouais. Eh bien, je pense que c'est une histoire de solitude plus qu'une histoire d'amour, hein, parce que je pense qu'il y a, à mon avis, pas réellement d'histoire amoureuse. Je pense que Sylvain est attiré par Patricia, donc la mère, parce que tout simplement il a l'impression qu'elle s'intéresse à lui, qu'elle porte sur lui un regard que sans doute peu de femmes ont porté sur lui ces derniers temps, et même peut-être ces dernières années. Il a l'impression qu'avec elle quelque chose est possible. Je pense que c'est ça aussi qui éveille chez lui un sentiment et aussi finalement un désir.
et ce qui provoque la désillusion. Et je pense que je pense pas qu'il y ait d'histoire d'amour à proprement parler entre Juliette et Sylvain non plus. Par contre, je pense qu'il y a deux solitudes qui se rencontrent et un désir qui naît quand même chez cette jeune fille, parce que pour moi, c'est pas du tout uniquement par pitié qu'elle va chez Sylvain, qu'elle passe la nuit avec lui. Il y a certes l'idée de réparer, sans doute, une erreur de sa mère et tout ça, mais pour moi, il y a un désir, mais un désir qui naît comme ça, presque par surprise, dans l'instant, au contact de Sylvain, le dernier soir. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il y ait réellement de sentiment amoureux. Je pense que l'un et l'autre ont besoin à ce moment-là de tendresse, de douceur, de réconfort. Elle a besoin sans doute qu'un homme la prenne dans ses bras. Lui a tellement besoin qu'une femme touche sa peau, l'embrasse et tout ça. Et c'est plus comme ça que je vois le film. Déjà, j'ai travaillé avec des comédiens qui sont, à mon avis, assez exceptionnels. Et je pense que j'ai beaucoup de chance de travailler avec eux. Il se trouve que j'ai écrit les rôles pour eux, en fait. Enfin, le film s'est écrit pour eux. En tout cas pour Vincent Macaigne, pour Laure Calamy et pour Laurent Pabot qui joue le gendarme. Et en fait, Constance Rousseau, je l'ai rencontrée un peu plus tard. Mais donc, il y a quand même 3 personnages. Et même les personnages secondaires comme Boubou, le patron du bar, ou Marie Picard, l'amie de Sylvain, j'ai écrit pour eux les scènes. Donc je pense que ça contribue à ce sentiment-là. Je me suis beaucoup nourri de ce qu'ils sont dans la vie. Alors évidemment, c'est des personnages de fiction et je me suis focalisé sur certaines facettes de leur personnalité qui me touchaient et j'en ai laissé de côté d'autres. Donc c'est vraiment des créatures de fiction, mais qui sont vraiment nourris par ce que j'ai pu observer chez eux, leur manière de parler, leur sensibilité, etc. Donc je pense qu'ils ont eu très peu de difficultés à se glisser dans ces personnages-là. Et puis je pense qu'il y avait tout un dispositif de tournage léger, avec une petite équipe. On était vraiment immergés dans cette petite ville. Il n'y avait aucune séparation entre le tournage et puis l'extérieur, entre le tournage et la vie autour. Et je pense qu'il y a une sorte de contamination aussi, une sorte de vérité qui contamine les acteurs. Et le fait d'être confronté dans beaucoup de scènes à des non-professionnels, je pense que ça modifie la façon de jouer aussi, ça contribue à cette vérité-là. Mais avant toute chose, c'est quand même d'excellents acteurs. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse en tant que réalisateur, c'est presque que la fiction soit presque un documentaire sur les acteurs, en fait. Et c'est vrai qu'à tout moment, dans chaque scène, je suis obsédé par l'idée d'essayer d'obtenir quelque chose de vrai devant la caméra, et surtout pas quelque chose de joué ou de fabriqué. Et il faut quand même que les acteurs, tout le temps, me donnent quelque chose d'eux. Enfin, voilà. Et sinon, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je ne sais pas tellement quoi répondre à ça. C'est compliqué. Je m'étais déjà fait la réflexion qu'effectivement, c'était un film dans lequel il y avait de la gentillesse. Et que, au fond, chaque personnage, même, y compris d'ailleurs Gilles le gendarme, au fond, c'est tous des gens gentils, qui sont maladroits, qui font du mal, qui peuvent faire du mal, mais par maladresse, pas par méchanceté, ou parce qu'ils souffrent, etc. Effectivement, je pense que les gens gentils doivent m'intéresser. Et je me suis déjà dit aussi que si le film plaisait, c'était parce que je pense que les gens ont besoin aussi de gentillesse, y compris au cinéma, que peut-être que les gens en ont assez de voir des personnages cyniques, etc. Mais je pense aussi que j'ai filmé que des gens que j'aime pour les rôles principaux et aussi pour tous les seconds rôles. Et que du coup j'ai un regard sur eux qui est un regard de gentillesse aussi, parce que je les aime vraiment, et je pense que tout ça se sent aussi. Et donc je pense qu'effectivement il y a une certaine gentillesse qui n'exclut pas la cruauté, qui n'exclut pas plein de choses, mais qui baigne dans le film. Mais par contre, la place de la gentillesse dans notre société, j'en sais rien. C'est vrai qu'on a tendance un peu à
presque à se moquer des gens gentils. Enfin, il y a quelque chose. C'est pas forcément une valeur en fait, la gentillesse, c'est vrai. Il y a eu des phases d'improvisation. Enfin, dans l'ensemble, le scénario était très écrit, mais il y avait toujours une petite place pour les propositions des acteurs. Il y a des scènes, pour le coup, où j'avais laissé un grand espace pour l'improvisation, notamment la scène de la soirée qui passe ensemble, la scène du jeu, là, du mime. Il y a aussi la scène où Sylvain parle à son ami, en fait, qui s'est écrite à partir d'improvisations qu'on a faites les jours qui précédaient le tournage. De façon générale, toutes les scènes avec les non-professionnels, il y avait une part d'improvisation parce que de toute manière, les non-professionnels ne respectaient pas forcément au mot près le texte et du coup ça a amené un peu d'imprévu dans le jeu, puis ça crée des interactions entre les acteurs et eux parce que du coup il fallait être attentif, rebondir sur ce qui se passait et tout. Donc oui, il y a une part d'improvisation qui n'est pas énorme mais qui est réelle quand même un peu tout le temps. Et en fait, pour moi, enfin, quelque chose que j'ai observé, c'est que entre un scénario écrit et le moment du tournage, il y a toujours des choses qui se perdent, parce que les choses ne se passent jamais exactement comme on les a imaginées, et si on se crispe, si on reste focalisé sur ce qu'on avait écrit, on risque d'être très déçu, parce qu'on va être en dessous, en fait. Et donc, moi, j'ai un peu cette obsession que chaque jour et dans chaque scène, sachant qu'il y a des choses qui vont se perdre, il faut absolument en gagner d'autres. Et ces autres choses, c'est justement lié à l'observation, sur le moment, des petits gestes, des mots comme ça qui ont échappé, et on se dit, bah, en fait, c'est génial, intégrons ça à la scène, ou même tirer parti des gens autour, du lieu, etc. Donc, j'essaye d'être le plus possible en éveil, quoi, et de pouvoir intégrer des choses imprévues au film. Enfin, d'ailleurs, je dis moi, mais c'est pas moi tout seul, parce que je travaille avec des gens qui acceptent ça et qui aiment ça, à commencer par les acteurs, qui sont notamment Vincent et Laure Calamy, ils ont un don, je trouve, pour l'improvisation. Enfin, ils ont une grande liberté dans leur jeu. Même mon chef opérateur, Thomas Harry, c'est quelqu'un qui est pas du tout obsédé par la technique, qui est très réactif, qui aime travailler comme ça dans l'urgence et qui rechigne pas du tout à modifier le découpage au dernier moment et tout. Donc, enfin, c'est une manière de travailler en fait. Voilà. Bah non, c'est pas un long métrage, mais il se trouve qu'il est sorti en salle, et en plus en salle, il est précédé du Naufragé, en fait, qui introduit le personnage de Sylvain, qui est filmé au même endroit, et une autre saison, etc. Donc pour moi, les films forment un tout, et c'est une sorte de diptyque, en fait, qui au total dure 1h22. Donc finalement, c'est vrai que pour moi, c'est presque un long métrage en deux parties. Mais cela dit, Un monde sans femme est tout à fait, enfin, fonctionne de manière tout à fait autonome, mais peut tout à fait être vu seul. Et bah, en fait, pour moi, c'est pas un long métrage parce qu'il s'est quand même pas fait dans une économie de long métrage. Il s'est pas fait avec des moyens de long métrage. Il s'est vraiment tourné très rapidement. Enfin, le scénario, avec ma scénariste, on l'a écrit en juin. Le film s'est tourné en août. Il y a très très peu de longs métrages qui peuvent se tourner aussi rapidement. Donc, s'il y avait un long métrage, hélas, je pense qu'il n'aurait pas du tout eu il n'aurait pas pu se faire avec cette liberté-là. Et d'ailleurs, toute la problématique maintenant, pour moi, c'est d'essayer de pouvoir garder cette liberté-là et cette énergie-là pour faire un long métrage. Voilà. Oui, bien sûr, bah, tout le temps. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis si longtemps à le devenir. C'est que la question de la légitimité était très présente. Et je pense que ça fait pas très longtemps que je me sens légitime comme réalisateur. Puis d'ailleurs, on se sent jamais totalement légitime. On a toujours... voilà, ça s'arrête jamais. On a toujours des doutes, etc. Moi, par exemple, je fais un cinéma qui est très simple. Et parfois, je peux avoir des complexes par rapport à des réalisateurs qui ont une mise en scène beaucoup plus stylisée. Ou enfin, voilà. Enfin, donc en fait, ça s'arrête jamais la question de la légitimité. Mais... il y en aurait plein, je sais pas laquelle isoler.
Sylvain dort sur des têtes d'oreiller sur lesquelles j'ai dormi pendant 15 ou 20 ans. Non, mais c'est anecdotique, mais en fait pas tant que ça. C'est vrai que par exemple, la plupart des accessoires, la plupart des costumes dans le film ont une histoire en fait. Et pour beaucoup d'ailleurs viennent de chez moi ou de la cave de mes parents, etc. Et les costumes viennent par la plupart des acteurs. Enfin, je sais pas pourquoi je raconte ça d'ailleurs, mais en fait, si, je pense que c'est important parce que je pense que ça se sent ce genre de choses et que c'est pas pareil une tête d'oreiller qui a vécu pendant des années et une tête d'oreiller qu'on a été achetée dans une grande surface quelques jours avant le tournage. Je pense que ça compte ce genre de choses et ça montre aussi. Je pense que c'est une bonne façon que l'intime contamine le film et irrigue le film. Enfin, voilà. Mais je crois pas mal dans ces choses-là. Je trouve ça intéressant parce que ça contribue à cette liberté de réalisation aussi. C'est-à-dire que dans la liberté, il y a des contraintes. Ouais. Et qu'on pallie d'une manière autre qu'avec une équipe costumière. C'est différent. Cela dit, j'ai quand même travaillé avec quelqu'un qui d'ailleurs est nominé pour le lutin des meilleurs costumes, des meilleures décorations. Qui s'appelle Dorine Brun et qui en fait n'est pas du tout d'ailleurs costumière ou décoratrice, qui est en fait une réalisatrice et qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé sur le tournage. Et en fait, je me suis rendu compte que sur ce tournage, beaucoup de gens n'étaient pas seulement techniciens en fait. D'ailleurs, même elle n'avait jamais fait ça. Mais par exemple, je sais que mon assistant réalisateur réalise des films aussi, Guilhem Amélan. Mon chef opérateur de Marari, lui aussi, réalise des films. Même mon ingénieur du son, Emmanuel Bonnard, réalise des films. Enfin, voilà, même Vincent Mackain, il est metteur en scène, il réalise aussi. Donc en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très riche en fait, aussi à travailler avec des gens qui ne sont pas que obnubilés par leur domaine. Et par moments, il y avait quelque chose d'assez, presque parfois d'un peu de collectif et presque d'un peu collégial dans la fabrication de ce film, et je trouvais ça très... Alors c'était toujours moi qui tranchais finalement, mais j'ai l'impression que tout le monde m'a apporté des choses sur ce film.